La traite des enfants reste, quoi que l'on en pense, en ce XXIe siècle, un problème d'actualité auquel n'échappe aucune partie du monde. Depuis plusieurs décennies, le Gabon, le Nigeria et le Congo sont la destination finale d'enfants originaires des pays de l'Afrique de l'Ouest, promis donc à des exploitations domestiques et économiques. Quels sont les fondements de ce trafic? Quels sont les enjeux qui sous-tendent son intensification? Quelles stratégies les principaux États concernés, à savoir le Bénin, le Togo et dans une certaine mesure le Gabon, lui oppose-t-il? Les réponses à ces différentes interrogations et beaucoup d'autres forment l'ossature de cette émission Afrique, état des lieux de la lutte contre la traite transfrontalière des enfants. C'est bien sûr le thème de cette émission, angle de vue. Au cours de cette émission, donc, nous aurons donc à discuter avec deux personnalités averties de cette question. Bruno Berento, il est bien sûr le directeur de la famille, de l'enfance et de l'adolescence au ministère de la Famille du Bénin. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour monsieur le journaliste, merci de nous inviter à discuter de cette problématique qui nous touche beaucoup à cœur. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. En face de vous, c'est Nassirou Afagnon, le représentant pays de l'Organisation internationale pour les migrations. Monsieur Afagnon, bonjour. Bonjour monsieur Ametono, merci pour votre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. À en juger par le nombre de pays impliqués, le trafic ou la traite des enfants, puisque c'est de ça qu'il s'agit beaucoup plus, la traite des enfants, est indiscutablement un phénomène largement répandu en Afrique de l'Ouest. Quelle est la situation actuelle au Bénin, M. Brendo? La situation de la traite au Bénin actuellement, c'est déjà la situation que nous lui connaissions depuis quelques années, au moment où notre pays a été carrément stigmatisé comme plateforme de la traite dans la sous-région. C'est la situation d'enfants qui nous reviennent presque tous les week-ends du Nigeria, quelquefois du Gabon, et qui montre que c'est un phénomène insidieux. État des lieux, nous dirons qu'il y a très peu de statistiques fiables parce que le Bénin, en tant que pays, n'a pas ces dernières années réalisé une étude. Mais nous avons eu des études parcellaires et nous avons les faits que nous observons tous les jours qui montrent que c'est un phénomène qui existe. Il faut être franc, véridique. C'est un phénomène insidieux qui n'a pas un visage très clair, qui a des façons de se présenter devant chaque situation qu'on ne maîtrise pas et que le nombre des enfants augmente puisque que ce soit le départ comme l'accueil au retour, ces nombres augmentent. Voilà ce que nous pouvons dire. C'est également une problématique qui mobilise assez d'acteurs, acteurs de la société civile, acteurs étatiques. Et quand nous parlons d'acteurs étatiques, il faut voir tout le système judiciaire, il faut voir toute la police et la gendarmerie, il faut voir les assistants sociaux, il faut voir les affaires étrangères pour les négociations d'accords. C'est pour montrer que c'est un sujet suffisamment préoccupant et c'est pour ça qu'on continue de vous remercier de vous intéresser à cela avec nous. Justement, nous nous intéressons, et ce n'est pas seulement la presse, il y a aussi l'Organisation internationale pour les migrations qui s'intéresse également à la question. C'est pour cela que M. Afagnon est également dans ce studio. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cette pratique insidieuse? Merci beaucoup, M. Ametonou. Je dirais, loin de donner les éléments, je dirais, vrais à 100%, le phénomène de la traite, je dirais, est un phénomène aujourd'hui qui peut prendre ses sources dans plusieurs raisons, dans plusieurs points. Lorsqu'on s'y intéresse de près, on se rend compte que la volonté d'exploitation reste le but déterminé de la traite. Et qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on regarde de près ces enfants et lorsqu'on se permet d'écouter quelques-uns, d'échanger avec quelques-uns, on se rend compte de tout ce qu'ils ont vécu, malgré leur jeune âge. Bon marché. Dans des situations vraiment inexplicables, des enfants très jeunes qui travaillent de longues heures pour le profit de quelqu'un d'autre,
des enfants très jeunes qui peut-être sont à un repas et demi ou à un repas par jour, au plus à 2 repas, et tout ça qui sont dans des positions ou dans des cadres ou dans des fonctions, si je me permets d'utiliser ce mot-là, mais qui profitent à d'autres personnes. Donc la raison fondamentale, c'est juste pour en profiter. L'exploitation, comme on l'a toujours décrié, comme on l'a toujours... Des êtres faibles qu'on exploite à des fins pécuniaires. Comment vous trouvez cela, monsieur Benetton? Simplement exécrable. C'est une situation dommage et dommageable. Et j'ai gardé une phrase du ministre des Affaires étrangères il y a très peu de temps, lorsque nous discutions coopération Bénin-États-Unis, puisque le sujet est arrivé, qui dit qu'il n'est pas acceptable justement que notre pays, notre culture n'accepte pas ça. Alors on se demande ce qui se passe. Ce qui se passe... Oui, mais la socialisation quand même dans l'espace ouest africain, bon, pour ne pas dire l'Afrique en général, c'est beaucoup plus confier l'enfant à la garde auprès de ses parents proches pour qu'il puisse s'intégrer. Justement, quand on rentre dans les fondements historiques de la traite, on retrouve ça. Quand on rentre dans les considérations sociologiques, on retrouve ce que vous venez de dire, le confiage. Le confiage, plus de 80% des personnes adultes de notre temps, en tout cas qui ont dépassé la quarantaine, ont vécu ça. Pourquoi? Parce qu'au moment où ces personnes ont démarré la scolarisation, on ne pouvait pas trouver le premier CEG qu'en grande ville. Et comme beaucoup de parents n'avaient pas d'ancrage dans les grandes villes, la seule façon de pouvoir aider son enfant, c'est de confier. Et cela a marché effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le dévoiement d'abord des raisons économiques. Qu'est-ce qu'on appelle ainsi? Avec la situation économique dégradante des pays et l'incapacité des parents justement d'encadrer leurs enfants au plan économique, les personnes à qui on a confié se sont dit, nous n'allons pas seulement aider. L'enfant qui aidait simplement en étant enfant à la maison comme mes propres enfants, je trouve maintenant que cet enfant doit aller faire quelque chose pour amener un peu de moyens. Je lui confie au début des charges pour de petits transports entre parents et amis. Puis, j'ai une place au marché, je lui dis, va faire le tour du marché avec... Et c'est ainsi que progressivement, la situation s'est empirée. Deuxième chose qu'il faut voir, c'est que ces enfants qui s'en vont, quelquefois s'en vont pour aider leurs parents. C'est pour dire que nous allons y arriver. La traite, l'intention de départ peut ne pas être, comme il l'a dit, la traite au premier chef, sauf quand c'est dans le cadre des trafiquants qui sont en réseau, qui ont des filières. Mais un enfant aussi peut partir vers un parent qui se trouve au Nigeria pour des opportunités économiques pendant des vacances, et puis cela se transforme en traite. Parce que la personne qui accueille transforme cet être fragile dont vous venez de parler en un objet économique. Donc, quand on regarde les fondements sociaux et culturels, et qu'on voit maintenant à l'arrivée ce que cela est devenu, on retrouve sur le segment la mauvaise foi, les problèmes économiques, donc qui sont aujourd'hui des problèmes mondiaux, comment je vais dire, le recul de la notion de protection. Parce que c'est ça qui est dommage. Un enfant, dans toutes les cultures de notre pays, est considéré comme un être fragile. Il faut protéger. Et la dichotomie se trouve là. Comment l'être reconnu par tout le monde comme fragile devient objet économique à exploiter. Alors, M. Alphayon, le Bénin et le Togo sont spécifiquement les pays réputés dans l'espace ouest africain, même si dans une certaine mesure le Burkina Faso intervient, mais c'est très peu quand même. Mais pourquoi ces deux pays spécifiquement? Alors, je pense que, comme l'a dit M. Guérinto, la source réside dans nos pratiques ou dans les pratiques
social qui existait, le confiage. Comme il a su bien. Vous pensez que c'est seulement au Bénin et au Togo que le problème de confiage a eu lieu? Il ne faut pas perdre de vue que le Bénin et le Togo restent deux pays qui ont presque la même identité culturelle, qui ont presque les mêmes identités, je dirais, sociologiques. Ils se ressemblent très fortement. Du nord au sud, on retrouve pratiquement les mêmes ethnies de part et d'autre de la frontière. Donc il faut dire que ces mêmes habitudes retrouvées au Bénin sont totalement identiques au Togo. Et la similarité des cultures va jusque-là, malheureusement, aux similarités des bévus, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Parce que lorsque vous analysez vraiment comme il a dit, de par le passé, le phénomène du confiage a été un phénomène heureux qui a contribué au développement et à l'épanouissement de pas mal de personnes. Mais aujourd'hui, il y a une mutation progressive de ce phénomène de confiage qui est passé, comme on l'appelait, de confiage, aujourd'hui aux pires formes d'exploitation. Le Gabon a été choisi la plupart du temps comme le pays de destination de ces enfants qui sont partis pour de bonne foi, oui, du moins avec l'accord de leurs parents, mais qui sont désormais exploités. Mais pourquoi ce pays? Il faut commencer par dire que parfois les enfants ne partent pas de bonne foi comme on le pense, parce que le consentement en ce qui concerne la traite de l'enfant n'est pas un facteur important. Le consentement de l'enfant n'est pas reconnu. Alors, si le Gabon se retrouve dans cette posture, il faut tout de suite faire le lien avec la diaspora de ces deux pays-là, que sont le Bénin et le Togo. C'est parce que le Bénin et le Togo ont une forte diaspora au Gabon que ces deux pays aujourd'hui se retrouvent comme des pays entre griffes où les enfants ou des pays dont les enfants nationaux sont majoritairement retrouvés en situation de traite au Gabon. Donc c'est un fait, c'est une situation qu'il faut associer à la forte présence de nos compatriotes béninois et togolais dans ce pays qui facilement sont prêts à en parler à un parent ici au pays. On connaît une famille qui a besoin d'un enfant pour les aider. On connaît une famille qui a besoin de quelqu'un pour aider à la maison. On connaît une famille. Donc voilà un peu comment le démarchage entre griffes se fait pour faciliter le départ des jeunes de nos pays vers le Gabon. Alors, M. Bento, là, M. Afagnon a commencé par lister un peu les pistes qui amènent ces enfants au Gabon. On vient démarcher ici. Mais les intermédiaires, ça se passe comment? Parce que vous êtes quand même à un niveau stratégique aujourd'hui, vous avez ces informations. Une telle émission ne peut pas ne pas toucher au réseautage des malfrats. C'est un réseau, sinon ce sont des réseaux. Il a commencé par dire que nous avons de la diaspora là-bas. Vous connaissez tous l'histoire du Gabon par rapport à nos pays. Il y a encore quelques années, c'est l'Eldorado, comme le pays d'à côté, le Nigeria, connu pour leur niveau économique. J'ai eu la chance de rencontrer une fille qu'on a amenée au Gabon. Qui a été exploitée. Au moment de partir, on lui a dit, tu n'as pas fini encore d'apprendre la coiffure, mais je suis sûr que si tu arrives là-bas maintenant, au niveau où tu te trouves, si tu fais une tresse, tu as au moins multiplié par 5 ce que tu as à Cotonou, niveau économique. Et on miroite cela. On miroite à des personnes fragilisées économiquement. N'oubliez pas que nous insistons dessus. Tu es à la maison avec ta fille, difficile de la nourrir, difficile de payer son contrat. On vient dire un jour, cette fille qui n'a pas encore terminé son apprentissage ici, peut déjà être un acteur économique plein à Libreville. Première tentation. Deuxième tentation, on dit, rassurez-vous, là-bas, elle ne paiera ni le logement, on va s'occuper de sa nourriture, tu penses que c'est bon. Donc là, les deux sont trompés, parents et enfants. Mais il y a des parents au Bénin, quand on finit de faire les enquêtes, qui sont complices des réseaux. Fatigués simplement, inconscients, on ne veut plus
s'occuper des enfants, on les laisse partir. Mais je vais ajouter autre chose. Quand vous êtes à Cotonou, vous avez envie de connaître le Nigeria. Vous pensez que là-bas, il y a quelque chose de plus grand. Parce que c'est ainsi qu'on parle du Nigeria chez nous. C'est ainsi qu'on parle du Gabon chez nous. C'est ainsi qu'on parle du Cameroun chez nous. Donc, il y a de ces villes d'attraction et le goût de l'aventure mêlé au fait que, vous savez, hein, les peuples Yoruba de chez nous sont connus comme des commerçants. Ils sont partout dans le monde. Donc, tout cela convergé, les réseaux en profitent. Alors, vous avez parlé de réseaux. C'est des personnes en général qui ont vécu dans les pays, qui maîtrisent le circuit pour y aller, normalement ou anormalement, qui créent des liens avec quelquefois des fonctionnaires dans les pays, parce que c'est des couloirs, quelquefois les enfants s'en vont à travers nos frontières. C'est lorsqu'ils sont coincés qu'ils empruntent les voies qui davantage sont dangereux pour les enfants. Parce que quand vous mettez des enfants dans une barque motorisée sur un océan entre 22 h du matin et 5 h du matin parce que vous voulez éviter les contrôles, vous mettez la vie de toutes ces personnes-là en danger parce que vous roulez quelquefois sans lumière, à une grande vitesse. Vous ne savez pas qui vous rencontrez. Est-ce que ce sont d'autres malfrats qui attendent de piller? Est-ce que c'est un autre bateau commercial qui est en train de passer? Donc, ils mettent la vie de tout le monde en danger quand ils veulent éviter les frontières, les voies normales. Et donc, le réseau commence dans le pays et à plusieurs niveaux. Il y a le lien dans la communauté, c'est celui qui négocie auprès des parents. C'est comme s'il y a une voie, une filière qui s'est ouverte, quoi. C'est comme si on ouvrait des bourses. Lui, il fait le porte-à-porte pour expliquer qu'il y a cette opportunité. Il recrute donc les enfants. Il y a une autre personne qui vient les chercher pour créer le contact entre leur village et la première personne importante dans le réseau, qui en général les regroupe une nuit, 2 au maximum, et les fait encore convoyer, n'est-ce pas, vers le pays en respectant les étapes pour éviter d'être appréhendé. Donc le réseau quitte le village et finit dans le pays de destination. Voilà ce qui interpelle justement. Je pense qu'il est important d'ajouter un petit élément à la démonstration de M. Berentor. Il faut dire que ce sont dans la plupart des cas des personnes qui sont très proches de ces familles-là, des personnes qui sont conscientes et qui sont informées des situations difficiles que la famille traverserait ou que la famille traverse. Donc, c'est un phénomène qui vient ou qui prend corps sans que, dans la plupart des cas, certains ne s'en rendent pas compte. Mais que fait alors l'OIM dans ce cadre? Alors, vous savez, ça vous intéresse lorsqu'on fait traverser l'océan avec des enfants, c'est quand même de l'immigration. Totalement d'accord avec vous. En tant qu'organisation internationale, nous nous positionnons, je dirais, en appui au gouvernement. Il faut, par rapport à la situation qui est, je dirais d'abord, un constat, comme l'a dit M. Berentor, il faut prendre conscience de la situation, donc il faut noter, je dirais, les différentes situations. Il faut noter, je dirais, la croissance des flux, tant à l'année qu'au départ, qu'au retour, par exemple. Et il revient à la partie nationale de saisir une organisation comme la nôtre, souhaiter notre accompagnement. Et là, avec les partenaires, je dirais avec nos partenaires d'habitude, nos partenaires communs, on analyse ensemble quelle réponse apporter. Dans la plupart des cas, la première réponse, c'est peut-être l'aide au retour volontaire des enfants qui sont identifiés en situation difficile en dehors du territoire. Mais derrière, nous apportons aussi, je dirais, d'autres appuis en termes de renforcement de capacité. On va revenir tout à l'heure aux attributions de l'OIM, surtout dans les pays où l'organisation se sent représentée. Monsieur Berentor, est-ce que vous pensez aussi que des enfants, pour ce qu'on aurait appris, participent également à de ces pratiques sacrificielles dans ces États?
Alors, il faut comprendre que lorsqu'un enfant prend la route pour cette aventure, et c'est pourquoi nous distinguons aujourd'hui au cœur de toute la migration les situations de traite de simples situations de mobilité. Un enfant peut quitter son pays et aller dans un autre pays. Libre circulation oblige. La Convention des droits de l'enfant l'y autorise. Les codes dans chaque pays l'y autorisent. La question, c'est comment cela se passe et dans quelles conditions. Alors, pourquoi il se trouve que des enfants deviennent des bourreaux d'autres enfants? Si je comprends bien votre question, c'est ça. Non, mais la plupart du temps, il paraît que, surtout dans les régions des grandes forêts, le Gabon, le Congo et autres, ils participent à des rituels, ils sacrifient des enfants. Ah, là, c'est encore toute une autre problématique parce que l'Afrique demeurera l'Afrique. Donc, nous avons toute une problématique sur les enfants dans les couvents, les enfants dits sorciers. Et donc, oui, un enfant peut avoir été, avoir fait, comment on appelle, objet de formation, de préparation pour rituel. Et souvent, ce sont nos enfants, malheureusement, que nous appelons les enfants, pourquoi cela m'échappe, qui sont comme des malformations, mais également qui sont aujourd'hui souvent teint clair comme les albinos. Merci de m'avoir. Qui sont impliqués dans ces... Mais ça, c'est vraiment pas directement lié au phénomène de la traite. Dans la traite, par contre, pour y revenir, un enfant qui est parti, qui a réussi d'une certaine manière, ou qui a atteint un niveau dans une organisation où on a complètement mis la main sur sa personne, peut être comme un référent pour d'autres enfants. Parce qu'on considère qu'on l'a suffisamment coaché. Et souvent, c'est des enfants qui sont restés à mi-teinte entre la réussite et l'échec, qui n'ont plus de possibilité de retour. Vous voyez, les enfants qui s'en vont sont régulièrement dans la fausse migration, dans la migration non autorisée. Donc, lorsque vous avez des enfants que vous amenez au Gabon, pour prendre un exemple précis, qui arrivent au Gabon dans des situations de clandestins, que vous avez réussi à placer dans des travaux, qui sont des travaux quelquefois très durs, malsains. Parce qu'il y a dans tout ça, il faut voir la sexualité, etc. Ces enfants ne peuvent pas avoir d'autres possibilités que d'être vos valets. Parce que vous les tenez par le fait que c'est des personnes qui ne peuvent pas se promener comme tout le monde, sans papier. C'est des personnes qui ne peuvent pas aller s'amuser en boîte comme les autres. Donc, vous avez... C'est comme si vous les possédez. Vous avez une emprise. Et quand l'enfant a atteint un niveau dans cette programmation qu'on fait de son être, il peut devenir un instrument contre les autres enfants parce que c'est peut-être lui qui va faire une opération, qui va placer quelqu'un, qui va s'assurer que quelqu'un ne fuit pas, etc. Donc, vous voyez, ça fait la deuxième victimisation, d'accord? Il est déjà enfant victime de trafic. Mais on le victimise parce qu'on le transforme encore en bourreau. Donc, c'est une double victimisation. Et effectivement, dans cette situation de très mauvais goût, des enfants se retrouvent être dans cette posture. Alors, et là, vous avez commencé par dire tout à l'heure au cours de cette émission que en lien avec les États-Unis, vous avez des stratégies aujourd'hui pour lutter non seulement contre le phénomène, mais permettre également à ces enfants identifiés dans ces différents pays de pouvoir regagner le bercail. Et l'OIM également travaille à ce niveau-là. Quelles sont les stratégies à votre niveau que vous développez pour permettre à ces enfants de retourner au pays? Alors, il faut dire que isolément, l'Organisation internationale pour les migrations ne fait rien à elle seule. Alors, que ce soit tant dans les pays de départ que dans les pays d'arrivée, nous travaillons étroitement avec la partie nationale et les acteurs de la société civile. Alors, pour le cas concret des enfants béninois au Gabon, béninois et togolais par exemple au Gabon, nous nous appuyons sur place au Gabon sur la collaboration des acteurs nationaux là-bas réunis au sein de la plateforme
ou du Comité national de lutte contre la traite. Et en plus, sur des acteurs sociaux, tout de suite, c'est l'ONG Arc-en-Ciel qui me vient à l'idée, mais je sais qu'il y en a plus qui sont des structures de la société civile qui travaillent déjà dans l'identification et dans la réponse urgente aux besoins des enfants identifiés en situation difficile. Donc déjà, à un premier niveau, il y a déjà des acteurs qui travaillent et c'est à la suite des initiatives ou des actions de ces acteurs-là que l'OIM est sollicité et on vient en appui. On vient en appui en analysant la situation, en nous référant bien sûr à la partie nationale dans les pays d'origine pour dire voilà, nous avons été saisis de telle situation. Et dans la plupart des cas, la partie nationale aussi a l'information. Donc ensemble, nous évaluons, je dirais, qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui doit être fait. Comme toute organisation, nous avons nos procédures, il faut évaluer la famille de départ, donc il faut faire la recherche familiale par rapport à ces enfants identifiés, s'assurer que ce n'est pas la famille, comme il a dit, qui est le bourreau, autrement dit, ce n'est pas la famille qui a envoyé l'enfant, donc la famille n'est peut-être pas... S'assurer que la famille est impliquée ou pas. Donc, un certain nombre d'étapes est-ce que vous ne pensez pas que ce processus est suffisamment long? Non, ce n'est pas long parce que, comme on le dit, ou comme je le dis, on travaille avec la partie nationale, donc rien n'est fait, je dirais, unilatéralement. Ah, puisque le ministère de la Famille est représenté ici, M. Bento, est-ce que vous pensez qu'au niveau national, au niveau pays, vous développez effectivement des stratégies en réponse à la traite? Des stratégies existaient bien avant que nous soyons à ce poste. Mais puisque vous avez remarqué ce qu'on fait simplement, c'est d'améliorer les processus. Je suis d'accord avec vous qu'un enfant que l'on retrouve, tout le monde a envie qu'en 1 semaine, 2 semaines, l'enfant puisse regagner le bercail et surtout intégrer sa famille. Mais tout ce que souvent chacun oublie dans ce processus, c'est tout ce qui est derrière et qu'on ne voit pas. C'est quoi ce qui est derrière? Je dois m'assurer que chaque enfant qui retourne dans sa famille retrouve un environnement protecteur. C'est capital parce que ce qui s'est passé jusqu'à ce que cet enfant se retrouve au Gabon, si je ne comprends pas la dynamique qui est autour de ce retour, je peux aggraver la situation de l'enfant. Car n'oubliez pas que nous avons eu beaucoup de situations de retour. Alors, ces retours sont des échecs. Retour des récidivistes? Oui, exactement. Repartis. Et ça, c'est des échecs. Alors, ce que nous faisons pour revenir à votre question, oui, il y a un rapport du département des États-Unis qui, alors que nous étions déjà dans un projet, comme vous le savez, avec OIM, en bonne intelligence que nous travaillons avec UNICEF, qui se trouve être la représentation première des Nations Unies sur la thématique, nous avons eu ce rapport qui a dit que nous avons régressé. Régressé en quoi? Dans la partie répression. C'est comme si le Bénin faisait des efforts pour rapatrier ses enfants, vaille que vaille avec les difficultés qu'il vient d'expliquer. Mais qu'on ne retrouve jamais quelqu'un derrière qui est l'auteur et qu'on a puni. Ça veut dire que le gouvernement ou bien les autorités sont complices? Non, ce n'est pas une affaire de complicité, que nous n'avons pas un système assez performant, pour les renseignements. Nous sommes exactement comme dans une situation de trafic d'armes, de stupéfiants. On a bien parlé de réseaux très puissants, je peux vous le dire, très organisés avec des moyens colossaux, moyens technologiques. Qui dépassent l'État? Ça ne dépasse pas l'État, d'où l'État doit se mettre au même niveau ou bien les dépasser. Alors, qu'est-ce que l'État est en train de faire? L'État a décidé de rassembler tous les acteurs, je les ai cités tout à l'heure, étatiques ou non, de travailler sur un plan d'action en cherchant les zones de difficulté. Et sur ces zones de difficulté, nous allons travailler spécialement. Mais le mot d'ordre, c'est la collaboration. Vous savez, lorsque moi, directeur de la famille, j'ai une information, comme M. Afayon vient de le dire, depuis le Gabon, sur 2 enfants qu'on a retrouvés. Je parle avec mes collègues. Je parle ensuite avec ma collègue qui est de l'OCPM, qui est la structure de la police, qui est l'interface aujourd'hui entre le service social et la justice, et donc qui est comme un hub.
elle doit prendre contact avec ses collègues du Gabon. Et ensuite, il faut rechercher à faire venir l'enfant, c'est mon rôle, protection, mais il faut rechercher les contrevenants. C'est son rôle avec la justice. C'est là qu'il faut chercher le système pour que ce soit d'abord fluide, rapide et performant. Mais tout ce que vous avez énuméré là, où se trouve véritablement le problème aujourd'hui? Le problème se trouve qu'aujourd'hui, chacun travaille comme de façon isolée. Il n'y a pas une coordination. Que la coordination n'est pas suffisante. Ce qui fait que sur un enfant, les postes de décision sont éparpillés. Donc la question, le Bénin est en train de signer des accords de collaboration avec certains pays. Nous en avons avec le Nigeria. Nous y travaillons. Hier encore, j'ai discuté de ça pour le Gabon. Et il faut que ces accords-là soient mis en œuvre à travers des systèmes des deux côtés assez fluides et des systèmes assez performants. Et c'est ce que l'État est en train de rechercher. Sinon, il y a des processus. Quand l'enfant vient ici, on recherche ses parents. C'est notre côté. Ensuite, on remet à la police qui voit si on peut retrouver les... Tout ça est difficile parce que nous n'avons pas encore un bon ancrage. Et aujourd'hui, le gouvernement a dit, je vous demande de me sortir des propositions. Et nous y sommes. Hier, il y a eu encore le travail du comité. Et bientôt, le gouvernement va recevoir un document qu'il va analyser. Et dès qu'on nous autorise de passer à une nouvelle étape, nous avons eu des rencontres avec d'autres pays qui montrent que des choses sont faisables. Nous allons mettre tout ça, intégrer tout ça avec l'appui encore de l'OIM sur ce projet qui forme nos agents. Il y a eu 2 grandes formations il y a très peu de temps d'agents de terrain pour savoir identifier les enfants, pour les accompagner. Il faut au Bénin que nous apprenions à parler avec l'enfant victime parce que ce n'est pas n'importe quelle personne. Hein. Je peux vous dire que mes collègues peuvent mettre quelquefois 2 semaines pour obtenir juste un élément qui va permettre de faire évoluer l'enquête. L'enfant est revenu, mais l'enfant n'est pas encore tranquille. L'enfant pense toujours qu'il y a une ombre derrière qui l'écoute, qui l'épie, qui peut réagir à tout moment. Et donc, mettre en confiance, par exemple, un enfant. Donc, vous voulez dire que ces enfants déportés sont à la limite, traumatisés. Je pèse bien mes mots. Et ce n'est pas quelquefois en 2 semaines, 1 mois, qu'on réussit à les ramener à avoir la discussion suffisante pour avancer sur l'enquête, pour retourner à la maison. Il y a des enfants qui vont vous dire, moi, je ne veux pas retourner à la maison. Alors, quand un enfant vous dit ça, ce n'est pas une question de 2 jours, on ne fait pas de miracle. Il faut bien comprendre le « je ne veux pas aller à la maison ». Est-ce que c'est la maison le problème? Est-ce que c'est depuis là-bas qu'on lui a dit le retour à la maison peut avoir telle conséquence? Donc, c'est des enfants complètement déstructurés. Il faut les ramener d'abord à la raison, ensuite discuter pour avoir des éléments, faire avancer votre enquête et préparer leur retour. Alors, M. Afayon, à partir de ces éléments d'appréciation, quelle lecture faites-vous de ces réseaux? Puisqu'on dit que c'est des réseaux qui disposent de moyens tout aussi colossaux et même à la limite plus efficaces que l'État. Oui. Alors... Est-ce que l'OIM a aujourd'hui un moyen pour appuyer ces gouvernements au plan local pour que véritablement ces réseaux soient démantelés et qu'on en arrive véritablement à mettre fin à la traite des enfants? Monsieur Ametano, c'est une question, je dirais, très pointue. Alors, en tant qu'organisation, nous sommes disposés à accompagner l'État. Et je dirais qu'accompagner l'État pour nous, c'est passer par les renforcements de capacité. Oui, et justement, le projet de renforcement de capacité des gouvernements du Togo, du Bénin, afin de lutter contre la traite des enfants. Oui. C'est quoi le contenu de ce projet? Alors, il faut dire que ce projet va dans la droite ligne de ce que vous venez de dire à l'instant. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner l'État? Qu'est-ce qu'on fait pour répondre aux besoins de l'État? Alors, ce projet-là, en son contenu, nous avons mis, je dirais, 4 grandes catégories d'action. Une grosse première composante est focalisée sur le renforcement de capacité.
Il y a eu, comme l'a dit M. Berrinton tout à l'heure, une formation de formateurs sur la traite qui avait réuni des officiers d'immigration et des personnels de la justice. Et ces formations-là ont été dupliquées. Donc aujourd'hui... Vous pensez qu'ils ont exprimé vraiment le besoin? Vous avez senti en eux? Oui, oui. Le besoin était là et les évaluations post-formation l'ont prouvé. Aujourd'hui, nous pouvons dire que tous les tribunaux, que les acteurs ou les magistrats en charge des questions des mineurs de tous les tribunaux du Bénin sont mieux sensibilisés sur la thématique de la traite des enfants. Et à côté de ça, on peut aujourd'hui aussi dire que tous les postes frontières du Bénin, il y a eu au moins un OPJ de tous les postes frontières du Bénin qui ont été mieux sensibilisés, comme l'a dit M. Berrinton aujourd'hui, sur la question de la traite. Donc c'est déjà quelque chose qu'on fait. Ça, c'est la première composante. La seconde composante de ce projet-là, nous sommes allés, je dirais, dans ce qu'on appelle une réponse immédiate, même si elle n'est pas immédiate au claquement de doigts, mais la réponse immédiate à la situation des enfants détectés à l'étranger. Il faut les accompagner vers leur pays d'origine et il faut les accompagner maintenant pour une réinsertion. Pour une réinsertion dans leur pays, une réintégration, ça dépend. De toute façon, dans la seconde composante, on a ça. Donc, on ambitionne assister quelques enfants pour le retour et leur réinsertion. Une troisième composante, on l'a totalement focalisée sur la sensibilisation. Pourquoi la sensibilisation? Aujourd'hui, on a constaté que le Bénin dispose d'une loi sur les conditions de déplacement des mineurs. Vous voulez sensibiliser qui? L'État, les familles? Nous voulons sensibiliser, je dirais, beaucoup plus les familles, beaucoup plus les communautés. Parce qu'aujourd'hui, M. Berrinton est d'accord avec moi, nous avons identifié au niveau du Bénin des poches de départ, des zones de départ des enfants. Donc, à travers ce projet, nous ambitionnons des émissions radio en langue communautaire pour les informer sur les dispositions légales en termes de déplacement des enfants. Et le contenu de cette loi-là aussi a été partagé avec les officiers d'immigration qui étaient à la formation. Donc aujourd'hui, la sensibilisation, oui, pour les familles, oui, pour les communautés, mais oui aussi pour les officiers d'immigration qui sont aux postes frontières, qui voient les enfants passer, qui peut-être se disent que ce sont des enfants riverains ou que ce sont des enfants de la communauté. Mais aujourd'hui, on les appelle à mieux regarder ces flux-là d'enfants qui passent parce que, comme vous l'avez dit, hein, les réseaux sont très imaginatifs. Ce sont des personnes, par exemple, si vous me permettez ce petit détail-là, qui, arrivés au niveau des frontières, par exemple, peuvent sortir de petits plateaux, mettre quelques sachets de pure water qu'on connaît localement chez nous, et qui demandent aux enfants de traverser la frontière comme s'ils étaient juste de petits vendeurs. Et l'attention de ces officiers d'immigration ne sont pas tout de suite portés sur ces enfants comme sur quelqu'un qui veut traverser la frontière avec 5 enfants. Donc, ils sont très imaginatifs, ils savent ce qui se passe, ils sont informés par rapport au dispositif au niveau des frontières. Donc, aujourd'hui, on appelle plus leur attention sur ça à travers la sensibilisation. Dernière composante, comme l'a dit M. Berrinton, nous sommes en train de mettre à disposition, je dirais, l'opportunité aux 3 gouvernements du Bénin, du Togo et du Gabon pour aller vers des accords. Ils auront l'opportunité d'aller peut-être vers des accords tripartites ou d'aller vers des accords bipartites, mais l'essentiel, c'est qu'ils aient des accords pour mieux analyser, mieux encadrer cette situation-là que vivent les enfants béninois et togolais en dehors des frontières nationales. Voilà un projet que l'OIM soumet donc à l'appréciation des gouvernants. Je crois que vous travaillez déjà sur ce projet-là, M. Berrinton. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'État béninois, au-delà donc de ce projet, met également d'autres stratégies en place, puisque on a besoin forcément de tout le monde pour le développement du pays? Beaucoup de stratégies, et je dis qu'actuellement, c'est un focus vraiment sur le sujet. Aucun gouvernement ne peut accepter d'être déclassé et ne pas réagir. Le déclassement, ce n'est peut-être pas dire que vous ne faites rien, mais cela attire votre attention sur des faiblesses. Mais est-ce que ça ne vous surprend pas que ce soit un rapport provenant des États-Unis qui Alors, vous c'est réveille? une question qu'on pose partout. Il devrait y avoir des indicateurs pour Non, apprécier les indicateurs doivent exister au niveau national. Et je pense que, par exemple, une des choses que nous allons faire bientôt, c'est de faire une étude nationale. Ça nous amène à dire il faut connaître la situation zéro du Bénin aujourd'hui pour mieux apprécier.
Voilà. Mais le rapport est un rapport qui se fait annuellement et qui n'avait rien de spécial par rapport au Bénin. Nous étions toujours dans ce rapport. Ce que ce rapport a apporté au Bénin, c'est de savoir qu'il y a un dispositif à mettre en place plus performant. Qu'il faut aujourd'hui aller à une répression, même que l'on essaye de publier en respectant les règles de la justice. Je peux vous dire que ma collègue m'a informé hier seulement de situations que je ne connaissais pas. Il y a des choses qui se font, mais ça ne se sait pas. Aujourd'hui, ils ont travaillé en bonne intelligence et presque une bonne dizaine de personnes ont été appréhendées. Dans le cadre de la traite. Dans le cadre de la traite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Parce qu'on est en train de sortir de cette émission déjà. Il faut dire que, la traite est une réalité chez nous à visage multiple. Que tous les enfants qui quittent le Bénin ne sont pas des enfants de la traite. Ça, j'insiste dessus parce que c'est aussi la confusion que l'on fait. Il y a des enfants en mobilité qui ont, au départ et à l'arrivée, la capacité d'être pris en charge par des structures qui les encadrent et qui leur permettent de ne pas être malmenés. Malheureusement, il y a encore de nos enfants qui sont malmenés dans les pays de la sous-région ou un peu plus loin. Et que ce qu'il y a à faire, c'est que le groupe de travail actuel, profitant de l'expertise de tous les acteurs qui nous appuient, OIM, UNICEF, Terre des Hommes, Plan Bénin, CARE International et que sais-je encore, travaille à la mise en place d'un dispositif plus performant, à une collaboration plus intelligente, à un réseau aussi entre acteurs étatiques et non étatiques qui répondent au réseautage de nos contrevenants. De faire en sorte que l'information arrive à un seul niveau, c'est ça qui manque pour que nous ayons ce que vous avez dit, les informations, c'est-à-dire les données statistiques. Toujours est-il que, je peux vous le dire, si nous pouvons nous revoir d'ici à 2 mois, je ne viendrai plus pour vous dire ce qu'on nous a reproché, ce qu'on est en train de faire. Je vous présenterai des statistiques, non seulement des statistiques, mais la nouvelle façon de travailler de tous les acteurs pour résoudre ce problème une fois pour de bon. Monsieur Afayon, on va sortir de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement pour conclure? Alors, rapidement pour conclure, nous dirons que nous sommes disposés en tant qu'organisation internationale à accompagner le gouvernement du Bénin sur, je dirais, tous ses besoins liés à la migration. La question de la migration des enfants, malheureusement, qui sont identifiés en situation difficile, est une thématique d'intérêt pour nous. Nous appuyons, je dirais, à travers le monde, nombre de pays. Et c'est avec plaisir que nous accompagnerons le Bénin sur cette thématique. Nous restons disposés, je dirais, à élargir le champ d'activité, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a plein d'autres aspects de la question qui sont encore, qui restent encore des terrains vierges à défricher pour pouvoir, comme il a dit, contenir et avoir une belle stratégie de riposte. Cela semble initialement ou quand on s'y intéresse, cela semble très facile, mais je puis vous assurer que c'est une thématique d'intérêt, c'est un questionnement continu par rapport auquel pas seulement la partie nationale, comme il a dit, pas seulement l'Organisation internationale pour les migrations, mais tous les acteurs impliqués sur la thématique de la protection des enfants, tous les acteurs impliqués dans l'humanitaire peuvent quand même ou sont invités à converger les efforts, à concentrer les efforts pour un meilleur avenir des enfants béninois et des enfants à travers le monde, pourquoi pas. On aurait pu arracher avec vous quelques mots sur l'immigration dans la Méditerranée, mais ce n'est que partie remise. On vous retrouvera très prochainement sur d'autres questions plus intéressantes, surtout dans le cadre de la migration ou de l'immigration. C'était donc Nassirou Afayon, représentant pays de l'Organisation internationale. Chargé de bureau donc, de l'Organisation internationale pour les migrations. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Bruno Benton, vous êtes le directeur de la famille, de l'enfance et de l'adolescence au ministère des Affaires sociales. Je préfère
résumer cela ainsi. Merci également d'avoir partagé avec nous vos réflexions sur la traite des enfants en République du Bénin, et ceci en direction du Gabon. On vous retrouvera bientôt pour faire le bilan à mi-parcours, puisqu'il y a des travaux qui sont actuellement en cours. De très grands travaux. On va évaluer tout cela. Mesdames, Messieurs, chantier. Ce sera donc tout pour votre émission Angle de vue. C'était donc sur SICA, agréable suite de programme, et à très bientôt.